السلام عليكم أزول بونسوار صحة رمضانكم تصوموا بالهنا والخير إن شاء الله. Les relations bilatérales franco-algériennes sont très particulières, à plus d'un titre. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit la France-Algérie, comme on dit la France-Afrique, avec tout ce que cela suggère de subordination, d'assujettissement. Et pas besoin d'expliquer qui est assujetti à l'autre, puisque cela coule de source. Ce qui a fait dire à un Facebooker que les relations entre la France et l'Algérie, ce n'est pas seulement 132 ans de colonisation, mais 181 ans d'étroite dépendance, pour dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. En tout état de cause, il est utile de rappeler quelques caractéristiques de cette très malsaine relation. Un rapport subjectif de bout en bout, non pas passionnel, mais plutôt émotionnel. Je t'aime, moi non plus. Côté algérien, c'est une attitude très ambiguë, ambivalente, où l'évocation de la France en consommation interne procède du fonds de commerce mémoriel, exploité à outrance par ceux-là même qui ont pourtant installé leurs pénates sur le sol français, sur le sol du colonisateur, où ils ont toute latitude pour blanchir l'argent volé au peuple algérien. Sur un plan plus général, la France a toujours été le premier partenaire économique de l'Algérie, avant d'être déclassée par la Chine en ces années de bombance, quand il fallait importer le bazar chinois et recourir à des entreprises chinoises réputées être très généreuses en termes de commissions et autres pots de vin. L'autoroute Est-Ouest en est la plus parfaite illustration, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait que cela, les relations algéro-françaises remontent à très loin. Et elles ont commencé avant même que l'indépendance ne soit arrachée par le peuple algérien. Elles ont toujours été guidées par l'obstination acharnée d'une certaine France de garder le contrôle sur son ancienne colonie, jusqu'à disposer d'un droit de regard sur toutes les orientations et une étroite collaboration autant dans le sécuritaire que dans la gestion politique du pays. Comme le reste de la France-Afrique par ailleurs, avec tout ce que cela suppose de connivence et de concession aux proconsuls, aux barons du régime hyper protégés par la même France. On dit que plus de 500 ex-ministres se sont installés en France avec armes et bagages et sans compter des milliers de diplomates, de hauts fonctionnaires, d'officiers supérieurs de l'armée, de cadres supérieurs du secteur public et autres petits et grands commis de l'État. C'est dire. Et c'est ainsi que vont les choses. Nous allons, au cours de cette émission, parler de cette brutale dégradation de la situation des relations algéro-françaises, induite notamment par le Hirak, Hirak qui ne comprend pas que l'État français continue ainsi de soutenir un régime prédateur, un régime mafiocrate. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا
ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 Relations algéro-françaises, de l'eau dans le gaz. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Gamel Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Gamel Abina, merci d'être avec nous. Merci. Merci. Hassan Hayresh, économiste, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je suis content d'avoir Gamel pour le débat. Eh ben, très bien. Et depuis l'Algérie, depuis Mostaganem au plus juste, je crois, Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Merci à vous et mes amitiés à vos invités. Merci. Merci. Alors, mes chers amis, la France-Algérie, je t'aime moi non plus, hein, depuis le temps que ça dure, c'est toujours comme ça. Voilà qu'on annule encore une fois. Il me semble que c'est la 3e fois qu'une délégation à un tel niveau, niveau du Premier ministre français, accompagné d'une nombreuse délégation, est reportée, hein, pour rester poli, pour ne pas dire annulée. Et donc, voilà qu'on nous a annoncé une rencontre à très haut niveau, très étoffée. On avait commencé par parler du Premier ministre et de 9 ministres et d'une vingtaine de très grands membres du patronat français, et accompagné d'une flotte de journalistes. Et puis là, ça diminue. On ne parlait plus que de 4 ministres, puis de 2, puis reporté. Alors, un petit tour de micro, à votre avis, Hassan. Qu'est-ce qui a motivé cette autre annulation? Moi, je n'ai pas d'informations précises. Hein. Je lis les journaux comme tout le monde, donc j'ai écouté les uns les autres. Je pense très honnêtement qu'au-delà des faits qui peuvent être réels, au-delà du factuel, il y a plusieurs registres à prendre en compte. Il y a le registre d'abord historique, il y a le registre psychologique et il y a le registre effectivement de l'environnement politique immédiat. Alors le registre historique, tout le monde le connaît, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est que les relations algéro-françaises sont très mal parties dès le départ. D'abord, le général de Gaulle est arrivé en 1958 pour arrêter la guerre d'Algérie. Il a été plébiscité essentiellement pour cette question-là, mettre un terme à la guerre d'Algérie. Or, de 58 à 62... Est-ce qu'on peut le dire comme ça, c'est un plébiscité pour arrêter? Il n'a jamais annoncé officiellement qu'il allait arrêter la guerre d'Algérie. Ah si. Ça veut dire vaincre la laine, pas... non. Il a été plébiscité par tous les partis politiques français, oui. La gauche compris, le Parti communiste compris, pour justement mettre fin à la guerre d'Algérie. Mais de façon militaire, ça veut dire mettre à genoux, ça veut dire vaincre l'armée algérienne. Non, trouver un moyen... Ce n'est que plus tard qu'il a eu l'idée, mais qu'il n'a jamais avoué par ailleurs, qu'il fallait en finir. Non, lui, d'après les mémoires qu'on a vues aussi bien de lui que de ses collaborateurs, lui, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il pensait à l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Ah. Il y a certains témoignages qui disent la fameuse histoire de colomber les 2 églises qui pourraient devenir colomber les 2 mosquées. Mais c'est des confidences très intimes qu'il n'a jamais avouées clairement. Oui, bien sûr, mais enfin, de Gaulle, voit toujours l'intérêt de la France. Et il ne voit pas l'intérêt de l'Algérie. Il ne voit pas l'intérêt de l'Algérie, il voit l'intérêt de la France. Bon. Essentiellement. Et donc, au lendemain de la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale,
Il a vu quand même les mouvements d'indépendance de par le monde, que ce soit l'Union soviétique ou les États-Unis. Surtout le Vietnam. Ou les États-Unis, oui. La France. On parlait l'Indochine. de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui. Donc ça ne pouvait pas échapper au grand De Gaulle quand même. Hein. Et c'est là où il aurait commencé à préparer l'après-indépendance? Absolument, absolument. Donc en 1958, il est arrivé pour mettre fin à la guerre. Or, les 4 années, justement, où il était là jusqu'en 62, c'est là que la guerre a été la plus meurtrière. Avec les opérations Chal, voilà, les opérations la ligne Maurice, tout ça, le Pierre napalm, Précieuse, Jumelles. Absolument. Ouais. C'est ce qui fait dire à beaucoup d'historiens et d'observateurs qu'un soldat français comme De Gaulle, qui fait l'économie de ses soldats, n'aurait pas pu envoyer au casse-pipe autant de soldats français s'il n'avait pas quelque chose derrière la tête. Ça veut dire permettre à l'armée des frontières de se fortifier aux dépens de l'ALN qui a été laminé. Absolument. C'est ce qui a fait que l'armée des frontières a pu prendre le pouvoir avec une telle facilité. Voilà. Justement, j'allais en venir là. Donc, il y a eu ces 4 ans, et puis il y a eu l'indépendance. Il a soutenu, de façon, mais alors, totale, le tandem Bembella-Boumedienne pour prendre le pouvoir. Oui. Il avait plusieurs intérêts à cela, on ne va pas tous les énumérer, mais au moins 2 ou 3. C'est-à-dire d'abord, il y avait les relations diplomatiques avec l'Égypte à rétablir. Depuis 1956, elles étaient rompues à cause de l'affaire du canal de Suez. Voilà. Oui. Donc aider Bembella et Boumedienne était pour Nasser un atout, justement, une des conditions pour le rétablissement des relations diplomatiques. Et d'ailleurs... C'est-à-dire, pour ne pas aller aussi profond dans l'histoire, parce que ça risque de nous dévier, oui. Ça veut dire que ça a commencé très tôt, cette connivence, j'allais dire, oui, absolument. de la France avec, j'allais dire, la révolution algérienne, plutôt l'armée des frontières avec et ce qui allait en découler. Quoi. Absolument, oui. Donc, comme vous dites, pour aller très vite, on ne va pas... Oui. Il y a tellement d'épisodes de ce genre. Oui, hein. oui. Et d'ailleurs, la France n'a jamais dit quoi que ce soit sur le coup d'État de Boumedienne, qui a donc pris le pouvoir au détriment de Bembella, au contraire, puisqu'il y avait des accords tacites. Pendant qu'il y avait les négociations des accords d'Évian, à Évian, avec Krim Belkacem comme chef de la délégation, et les services français, au nom de De Gaulle, négociaient avec le Malgue, avec Boussouf et Boumedienne. D'où la possibilité qu'ils ont eue après de faire les essais nucléaires en Algérie. Alors que le Malgue, le clan d'Oujda et le Ghardimao et l'état-major étaient opposés aux accords d'Évian. Hein. Oui, absolument, ils étaient opposés. Est-ce qu'ils ne l'étaient comme ça que pour tromper les gens ou... Oui, après, évidemment, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore, que les archives qui vont être, évidemment, libérées vont révéler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils freinent des 4 fers, hein, pour laisser les chercheurs bien évidemment. pourraient inventer et on pas va mal découvrir des choses inimaginables. Ça fait pas longtemps qu'on a découvert que la France continuait les essais nucléaires. Bien après l'indépendance. Bien après, jusque dans les années, je crois. Oui, 68-69. Ouais. Donc voilà. Nucléaire et bactériologique. Bactériologique, absolument. Oui. Oui. Le nucléaire jusqu'en 69, je crois. Oui. Et bactériologique jusqu'en 78, il me semble. Je n'ai pas les... Alors, juste terminer. Un autre exemple, parce que il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de l'assassinat de Ali Messili, le célèbre avocat, qui a réussi à réconcilier Bembella et Ahmed et à réconcilier l'opposition, etc., qui a été lâchement assassiné au boulevard j'ai failli dire Mohamed VI, au boulevard Saint-Michel. Et on sait très bien que l'allée de son l'assassin, Abdelmalek Amellou, a été pris exfiltré par Pasqua Pondro, voilà, offert en cadeau à la sécurité algérienne. Et il n'y a pas de meilleur exemple de la connivence algéro-française. Absolument. Avec le régime algérien qui envoie quelqu'un assassiner un opposant très connu ici à Paris,
et dont on exfiltre l'assassin C'est ça. en Algérie pour qu'il ne soit pas jugé. C'est la deuxième affaire Ben Ben Barka. Barka. C'est Voilà. la deuxième affaire Ben Barka. Gamal Abina, on fait un petit tour de micro et puis on rentre dans le... La relation franco-algérienne. Oui, oui. Bah, la profondeur historique vient d'être évoquée. Évidemment, le rapport entre le faible et le fort, quand l'Algérie a accédé à l'indépendance, c'est une négociation d'un parti qui est très faible, qui n'a pas les moyens militaires de faire face, et un parti qui est très fort, mais qui s'essouffle. Les gens ont tendance à oublier, ils pensent que la guerre d'Algérie n'est pas gagnée par les Algériens. Une guerre est gagnée quand on obtient le résultat qu'on a poursuivi, à savoir l'indépendance. Donc évidemment, le rapport est déséquilibré, et les rapports de cette fameuse négociation à Évian se fait sous un rapport de déséquilibre total. Donc évidemment, c'est à ce moment-là que les Algériens concèdent, enfin les responsables des accords, concèdent les essais nucléaires jusqu'en 1977. C'est ça la date butoir. Les essais bactériologiques, tout ça, c'est des choses qui se font sur un rapport de force défavorable. Mais de l'autre côté, il y a des rapports aussi, enfin tout un tas de rapports économiques qui se mettent en place parce que la France a besoin du gaz algérien qui est pas cher, du pétrole qui est abondant, et de se dire si on a perdu le territoire et à cause de l'Algérie, on a perdu l'Afrique, eh bien en compensation, ce qui n'est pas la France-Afrique, c'est autre chose, effectivement. Si bien la France-Algérie, c'est un rapport très particulier. Oui. En compensation, on va bénéficier d'avantages stratégiques sur le plan de l'énergie. Voilà ce qui se passe en Algérie. Oui, et ça a duré très longtemps. Après, ils ont placé les fameux janvieristes, les caporaux de l'armée française, la promotion Lacoste, qui a eu le pouvoir en 90. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Il y a des courants nationalistes qui veulent se débarrasser de ça. On l'a vu dans la manifestation où dans le Hirak, les gens disent à la France de partir, littéralement, parce qu'elle tire certaines ficelles. Et de l'autre côté, il y a ceux qui composent avec la France et avec tous les ennemis officiels de l'Algérie, et qui sont capables de faire de grosses concessions contre le peuple. Et c'est là qu'effectivement, on a un problème en Algérie, c'est qu'on se demande qui dirige qui. Alors, c'est vrai que j'ai expliqué que le rapport de force dans les années 60, au moment des accords d'Évian, est un rapport défavorable. Aujourd'hui, ce même rapport de force est défavorable en réalité. Et je prends un exemple très concret. Quand l'Algérie veut faire on va arriver sur la question de ces fameux ministres qui devaient venir pour négocier encore des accords de dupes, comme cet accord d'association avec l'Europe. Premier ministre, monsieur. Premier ministre, oui, j'entends bien. Castex, c'est de nombreux ministres. Et de nombreux ministres. Qui est de droite, d'ailleurs. Castex, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui arrive avec une idéologie. C'est pas quelqu'un de neutre. Quand ils arrivent toujours avec des super accords mirifiques qui ne débouchent sur rien. Et moi, ce qui me pose problème par rapport à ça, et j'espère peut-être que l'Algérie va enfin revoir sa copie, c'est qu'on achète des usines de montage, de vulgaires usines de montage. J'ai eu l'occasion de dire à la DG, à la directrice générale de Alstom, qui se vantait à Oran d'avoir une usine de montage, je lui ai donné le nombre d'embauches et les conséquences économiques nulles pour les Algériens. On achète des kits qu'on vient monter comme des Legos. L'usine Renault, par exemple. L'usine Renault, c'est dans la même lignée. Comparé à Renault Maroc... qui a 60% de taux d'intégration, donc qui fait travailler 100 000 personnes. Nous, l'Algérie, des sous-traitants, 1100 personnes. 100 000, 1100, le rapport est détestable. Donc ensuite, ils viennent avec une négociation qui est quand même assez louche. D'un côté, ils font un bureau à Dakhla. On sait que l'Algérie, sur les questions du Sahara occidental, n'est pas apaisée, on le sait parfaitement. Le bureau à Dakhla, c'est le parti de Macron. C'est pas l'État. C'est pas l'État, c'est bien le parti, effectivement. C'est bien une cellule de... Mais les Algériens, le régime algérien qui ne fait pas la part des choses, il a dit non, pour nous, c'est l'État français qui a cela. C'est un geste inamical, c'est un geste hostile. Ça peut se comprendre dans la mesure... Bon, j'ai envie de dire que c'est hypocrisie qui fait que le parti de Macron aurait tout seul ouvert un bureau là-bas parce qu'il y a les macroniens sur place. Et en France, bon, je ne veux pas croire que M. Macron soit... Ils disent même que c'est une section locale. Section locale, mais qui a été validée par la section nationale. Une antenne. Voilà. Une antenne. Une antenne. Donc ça, c'est pas très sérieux. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est le rapport France-Algérie. Quel rapport y a-t-il? Aujourd'hui, la dégradation économique est évidente. L'Algérie a pour premier partenaire la Chine. D'accord? Et pas la France. Et elle n'a plus les moyens de pouvoir entretenir des relations parce que ça coûte cher. Économiques de haut niveau. Avec un pétrole qui est à 62 $ actuellement, c'est compliqué. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la France voit qu'elle est en train de reculer sur l'Afrique en général et sur l'Algérie en particulier, sachant que l'Algérie est le pilier de la politique française sur l'Afrique. C'est vraiment le pilier central. Je veux dire, tous les pays à côté, c'est quasiment des dominos. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un pays, la France, qui fait tout pour relancer la relation, tout en maintenant ses positions de négation des crimes coloniaux. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à part M. Macron, qui effectivement, de ce point de vue-là, est un homme honnête, avant d'avoir le pouvoir, il dit qu'il y a bien un crime colonial qu'on a appelé génocide. Même après, s'il n'y avait pas les lobbies. Voilà. Il a fait des gestes. Il a fait des gestes conséquents. Sur la veuve. Sur la veuve. Le dernier en date, j'ai connu le fils de Ali Boumendjel, Sami Boumendjel, pour qui j'ai absolument, et qui est mort en 2014. Ouais. Il n'a jamais eu la chance. C'est lui qui a mené le combat pour son père. Jamais oublié. C'est pour ça que je lui rends hommage. C'est qu'il est mort sans avoir pu voir la consécration de la vérité. Parce que
Ce qui a attristé Samy, on en parlait souvent, hein, parce que je voyais régulièrement, on travaillait ensemble à l'époque sur l'association Amal. Ce qui l'a attristé, c'est que l'image qu'a voulu donner la France de son père, c'était l'image d'un lâche qui se serait suicidé. C'est ça qui avait été dit. Oui. Après, Osarès a reconnu qu'il avait assassiné, mais l'État français ne le reconnaissait pas encore. Et là, effectivement, officiellement, la France reconnaît qu'ils ont été des barbares vis-à-vis d'un avocat. Assassiné. C'est pas un combattant du C'était un avocat. C'est un avocat, donc c'est pas lui qui est pris les mains dans les armes. Donc c'est vous dire que la relation est tellement tendue que même ces petits gestes qui ont l'air de rien sont trop pour l'extrême droite ou la droite nationaliste française. Et pas assez pour les Algériens, ce qui est logique. Ensuite, vous avez évoqué quelque chose qui était essentiel parce que moi, ça me touche dans ma chair. Et j'en parle quelques fois. J'aime pas me répandre sur ma famille, mais là, c'est important. Mon père, Allah yarhamou, pareil, qui a combattu pour la liberté de l'Algérie, qui était un fils d'ouvrier, fils de paysan, qui a vu son père se tuer sous ses yeux. J'ai fait un hommage récemment à la radio. Ils l'ont tué à coups de crosse sous ses yeux, devant les yeux de sa famille, de ses enfants, de sa femme, qui a mis une semaine à mourir sans prononcer un mot, même pas la shahada, rien. Mon père a été impacté par plusieurs choses. La première, il a été bombardé par ces fameux bidons spéciaux qu'on appelait bidons spéciaux, qui étaient effectivement des armes interdites. C'était du napalm. Qui étaient du napalm, voilà. Ce fameux napalm qu'on a reproché aux Américains, je le rappelle quand même. Eh bien, il a été bombardé par ça, et nous, toute notre vie, on se rappelle des jambes brûlées de mon père. Il avait des brûlures, enfin les chairs complètement mélangées au niveau des jambes, parce qu'il a eu la chance, dans son malheur, de prendre l'explosion à proximité de ce bidon. Donc il a pris qu'une partie de l'explosion, c'est son ami qui est mort sur le coup. Donc ça, c'est des réalités que la France ne voit pas, ne veut pas voir. Et moi, en tant que fils de combattant qui s'est battu, il était jeune mon père, mais il a quand même, comme tous les Algériens, ils sont tous battus, il ne faut jamais l'oublier. Que ce soit apporter la nourriture au FLN ou prendre les armes, c'était un combat. Eh bien ça, c'est nié. C'est nié comme les crimes coloniaux. C'est nié comme les crimes liés aux essais nucléaires français qui ont commencé en 60, il y a eu 3 à 6 essais en plein air, je crois. Tous ces crimes sont niés. Et aujourd'hui, la relation est très tendue parce que la France, pays des droits de l'homme autoproclamé, ne veut pas reconnaître que en Algérie, ça a été une barbarie sans nom. Et c'est une des pires barbaries coloniales. Et nous allons demander à Azmoz, qui est lui aussi très, très passionné par cet aspect de la tragédie qu'a vécu le peuple algérien et qui s'implique beaucoup, qui a beaucoup écrit sur ça. Aziz Mouatz, votre avis sur cette dégradation des relations algéro-françaises? Vous permettez, si Jamaluddin, de reprendre un peu, puisque mes collègues ont eu l'obligeance de traiter du sujet de manière très, très scientifique et très objective. Je voudrais juste apporter quelques éléments. Oui, d'abord, sur la guerre, le premier intervenant a parlé de la position de l'ALN qui aurait été faible par rapport à l'armée classique française qui aurait été forte. Je rappelle seulement à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que c'était une guerre révolutionnaire, donc une guerre asymétrique. On ne met pas sur le même pied d'égalité des révolutionnaires, des résistants, des félagas contre une armée classique. Ça n'a strictement rien à voir. Et deux, lorsque De Gaulle est arrivé, De Gaulle n'est pas arrivé parce qu'il avait un projet. De Gaulle est arrivé parce que la France n'avait plus de projet. Je rappelle que entre le 1er novembre 1954 et février 1955, il y a eu 2 gouvernements français qui se sont succédés. La 4e République était en totale déperdition, essentiellement à cause du déclenchement de la guerre d'Algérie. Enfin, pour juste cette période, le lendemain du 1er novembre 1954, quand les premières embuscades ont été commises par l'ALN, ce qui allait devenir l'ALN et le FLN, l'armée française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait appel à ses contingents, non pas ceux qui étaient en métropole, mais ceux qui étaient en Allemagne. Or, les militaires français qui étaient en Allemagne étaient sous commandement de l'OTAN. Oui. Et immédiatement, pratiquement dans la semaine qui a suivi, ces 15 000 ou 20 000 soldats qui ont été déplacés, et comme ils étaient sous commandement de l'OTAN, ils avaient les armes de l'OTAN, les munitions de l'OTAN, oui. Et ils sont arrivés avec l'arsenal de l'OTAN. Oui. Et ça, la France n'en a parlé à personne, alors qu'elle devrait, de par les liens qu'il unissait à l'OTAN, à l'Alliance Nord-Atlantique, en référer d'abord à l'état-major de l'OTAN. Ils ont décidé, ils ont fait ce choix. Et là, c'est la première grande rupture entre la France et entre l'OTAN. Et De Gaulle va arriver sur ces entrefaites. Il arrive à un moment où l'effort de guerre qui a été justement sollicité par la petite résistance du petit peuple algérien a fait que la France n'avait plus les moyens, et je vous assure, il faut relire les textes,
les conditions que le FMI a imposées à la France sont aussi draconiennes que celles qui ont été imposées par la suite à l'Argentine et à d'autres pays qui étaient en cessation de paiement. Et donc, De Gaulle arrive et il trouve un État français complètement moribond. Il trouve cet état de fait une opposition à l'intérieur de l'OTAN parce que Eisenhower les a rappelés. C'est pas Kennedy, c'est Eisenhower, le président des États-Unis d'Amérique, qui lui, il y a un courrier. Moi, j'ai des références, hein, je vous les donne. C'est la thèse de doctorat de Mathieu Connelly. Comment le FLN, la guerre d'Algérie, comment De Gaulle a perdu la guerre d'Algérie face au FLN. Et donc là, il y a des chiffres, il y a des archives, il y a des documents qui sont implacables. La guerre d'Algérie, une guerre révolutionnaire, a déstabilisé complètement l'État français. Et c'est comme ça qu'on a fait appel à De Gaulle. Alors De Gaulle, bien évidemment, il est venu, et c'est vrai, vos deux intervenants l'ont souligné, il avait à l'esprit de conserver bien évidemment l'empire colonial, ou du moins se séparer des mauvaises branches. Mais l'Algérie, il n'a jamais été question dans son esprit. Alors il a tenté de calmer son armée et de leur dire, voilà, ben, si vous êtes aussi capable que vous le dites avec vos tentatives de putsch et de coup d'État, gagnez la bataille sur le terrain, que je puisse présenter ça et aux Américains et malheureusement, les choses ont évolué dans un autre sens et la France a été obligée, je dis bien obligée, de signer les accords. Et ce ne sont pas les délégués du FLN qui ont poussé la France à signer, c'est De Gaulle lui-même qui a appelé son chef de délégation pour lui dire « Terminez-moi cette affaire » parce que la France ne pouvait plus continuer à envoyer des soldats, ils sont arrivés jusqu'à 1 million, et à financer l'effort de guerre. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Il en est advenu que la France a tout fait pour maintenir un État néocolonial, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours une dépendance des anciennes colonies, et essentiellement celle du Sahel et celle de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, avec une relative, voire une très forte dépendance de la France. Voilà. Et vous nous amenez tout naturellement là où je vous ai posé la question. Et donc, la France-Afrique, comme la France-Algérie, qui ont mis en place, la France, qui a mis en place un système, un partenariat très déséquilibré, quasiment un pro-consulat. On arrive maintenant à avoir des problèmes dans la gestion de cette connivence, j'allais dire, ou de cette relation. À votre avis, qu'est-ce qui s'est dégradé récemment? Pourquoi ce geste d'humeur des Algériens ou de l'État ou du régime algérien qui a demandé le report, hein, dit-on, de cette... Qu'est-ce qui a fait que ça ait clashé ainsi? Alors, je vais vous dire mon analyse et les éléments dont je dispose. D'accord. Premièrement, il y a eu cette affaire, et mes collègues en ont parlé, de l'ouverture d'un bureau. Imaginez où? Un parti... Est-ce que vous connaissez un bureau des Républicains? Est-ce que vous connaissez un bureau du parti de gauche, du Parti socialiste, dans n'importe quelle ville, ou même, voire même capitale du monde? Il n'y en a aucun. Le seul bureau qu'un parti politique français ouvre à l'extérieur du pays, à l'extérieur du territoire et de l'extraterritorialité, c'est à Dakhla, exactement, et il se trouve que ce soit le parti du président de la République française. Bon, il ne faut pas faire des dessins, ça ne sert à rien. On voit bien que là, il y a une tentative toujours de maintenir justement la tension entre le Maroc et l'Algérie, et la France y gagne beaucoup à cette tension. Ça n'est ni les Marocains ni les Algériens qui gagnent dans cette affaire. C'est d'abord la France qui profite. Et vous pensez que c'est le principal grief que la France reproche, que l'Algérie reproche aux Français? Un bon boxeur, M. Jamaldine, un bon boxeur, il ne donne jamais un seul coup. Pour abattre l'adversaire, il faut en donner plusieurs. Et si c'est possible, très rapprochés, dans des endroits très sensibles. Alors le deuxième coup, je vous rappelle que c'était la réunion de la grande commission mixte. La grande commission mixte entre l'Algérie et la France, elle est d'abord présidée par les deux chefs du gouvernement. Ça aussi, c'est absolument exceptionnel. La France n'a pas beaucoup de grandes commissions mixtes qui sont présidées par les deux chefs du gouvernement et qui se réunissent alternativement et en Algérie et en France. Savez-vous, pour un seul ministère, le nombre d'experts qui travaillent sur les dossiers pour qu'au jour J,
on vienne avec des propositions concrètes que l'autre partie discute, négocie et éventuellement accepte. C'est énorme. Ça veut dire que pendant au moins une année, les Algériens ont travaillé les dossiers, ils ont préparé les dossiers dans tous les domaines de la coopération. Et à la dernière minute, comme par hasard, d'ailleurs moi j'ai vu l'argument du Quai d'Orsay, mais c'est inimaginable. On vous dit que c'était des problèmes liés à la pandémie, mais on raconte quoi? De quoi on parle? C'est quoi cette pandémie? Alors le chef du gouvernement, il peut venir et un ministre des Affaires culturelles ou sociales ne peut pas venir. Mais c'est du n'importe quoi, franchement. Et c'est surtout du mépris pour l'intelligence des gens. Mais restez avec nous, Aziz Mouatz. Hassan, un autre point de friction qu'on évoque, que les observateurs évoquent, c'est cette histoire de Belhimer, qui, lors d'un point de presse, il aurait interpellé l'ambassadeur français, il l'aurait sommé de cesser de rencontrer des responsables de l'opposition, notamment du Hirak, des personnalités du Hirak, et il l'aurait averti que l'Algérie prendrait, dans le cas contraire, les mesures nécessaires pour corriger la situation. Et le Quai d'Orsay, l'ambassade de France, qui répond, alors démenti formel et officiel, où il dit « L'ambassade de France dément formellement les allégations contenues dans un article du journal Liberté du 8 avril intitulé « Ce qui attend Jean Castex à Alger ». L'ambassadeur de France n'intervient pas dans la vie politique algérienne, ni n'incite quelque parti que ce soit à adopter une quelconque position vis-à-vis des scrutins algériens. Les échanges qu'il mène avec l'ensemble des acteurs du spectre algérien, politique algérien, ont pour objectif le renforcement des relations bilatérales. C'est la mission de tout ambassadeur en poste. L'ambassadeur François Gouillette l'a conduit dans le plein respect de la souveraineté de l'Algérie. Très intéressant. Oui. Très intéressant parce qu'il y a beaucoup de théâtre autour de cette affaire-là. Oui. D'abord, Belhimer, qu'on connaît. Hein. Belhimer, c'est un classique du pouvoir, c'est le porte-parole, c'est le Goebbels algérien. Ah oui, je le dis, je l'assume. Et bon, donc il essaye de trouver des entourloupettes en disant qu'il est nationaliste, militant pur et dur, voilà, attention, la France coloniale, ceci, cela. Moi, j'aimerais bien savoir, franchement, s'il y avait un journaliste pour vraiment chercher de tout ce qui attaque l'Algérie sur le terrain, comme l'avait fait Saïdani à son époque. De ceux qui attaquent la France sur place et qui viennent ici s'enrichir, placer leurs enfants, leurs familles, créer des comptes en banque, transférer l'argent des Algériens, etc., etc. Bon, il y a déjà ça. Le deuxième point, il faut savoir qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui Belhimer, ce qu'il représente. C'est les élections du 12-6. Donc il faut qu'il fasse monter un peu la mayonnaise pour dire attention, voilà, le Hirak, il est en relation avec l'ambassadeur, comme on a dit qu'il était en relation avec les opposants algériens, dont qu'on a menacé d'ailleurs. Avec le Mossad, avec Mossad, l'OTAN. Oui, d'ailleurs, je vous interromps, je vais vous passer une vidéo du ministre du Travail qui entre dans. On revient là-dessus. On revient, oui, je vais vous laisser venir. Nous allons écouter Monsieur le ministre du Travail. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Je sais que vous ne parlez pas très bien l'arabe dialectal, mais écoutez bien. ونعطي بعض الارقام اللي يمكن الرجوع اليها عن طريق الانترنت. عدوتنا فرنسا التقليديه والدائمه عندها عجز في المنظومه الضمان الاجتماعي ب 44.4 مليار. C'est le ministre du Travail. Oui. Le jour même de la visite, le jour même il a dit عدوتنا فرنسا. Notre ennemi, la France, celle de toujours, celle du passé et celle d'aujourd'hui, le jour même de la visite. Alors, je vous laisse. Est-ce que tout ça, c'est pour désigner un épouvantail? C'est dans le même scénario, en fait. Il y a plusieurs aspects à analyser sur ce qui vient d'être dit et sur ce que vous avez lu tout à l'heure. Encore une fois, il faut voir quelle est la configuration ici en France, où Macron est en difficulté
pour sa réélection en 2022. Et en France, les élections, ça se prépare plus d'un an à l'avance. Il est vraiment en difficulté. Et ce qu'il a lâché par rapport à l'Algérie, le lobby pied-noiriste, le lobby d'extrême droite, etc., ne lui pardonne pas, alors qu'il a besoin de leur voix pour passer. Et le problème algéro-algérien, c'est-à-dire ces élections qui arrivent le 12-6, et on a vu que les Algériens sortent par millions dans pratiquement toutes les wilayas pour dire non à ces élections, rejet de ces élections, et que ça n'aboutira absolument à rien, sinon à reproduire le système, à le renforcer, etc. Et donc, on fait monter la mayonnaise par rapport à la France. On va dire que, attention, le Hirak et ceux de l'opposition qui appellent au rejet des élections, eh ben, ils ont partie liée à l'ambassadeur français, à la France, à l'étranger, ainsi de suite, etc. Donc ça fait monter la mayonnaise. Mais ce qui est intéressant quand même, M. Benchenouf, c'est quand même la réponse, excusez-moi, c'est la réponse du porte-parole français, de la porte-parole. Alors, ce qui est dit ici, par rapport à cette affaire, nous déplorons ces différentes déclarations, parlons des déclarations donc, de Belhimer, qui ne reflètent ni la qualité de nos relations bilatérales, ni la dynamique de leur renforcement, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays. Ça veut dire que Belhimer, bon, tu peux toujours aboyer, etc., tu comptes rien pour nous. Qu'au plus haut niveau de l'État algérien... Notamment Tebboune, Macron, voilà, les amis, le courage de Tebboune, le courage de Tebboune... Donc il y a la réalité des relations algéro-françaises qui, effectivement, restent ce qu'elles ont toujours été jusqu'à présent et que nous avons décrites plus ou moins tous les quatre ici. Et il y a la propagande, et il y a le faire semblant, et il y a le théâtre qui est bien joué par Belhimer, faire semblant que voilà, on est contre la France, nationaliste, voilà, le nationalisme pur et dur, etc. Attention, tenez-moi, sinon je vais faire un malheur. Mais Gamel Abina, dans ce registre, les Algériens, et surtout le Hirak, les Algériens savent très bien que quasiment le principal soutien du régime contre les Algériens, contre le Hirak, contre le peuple algérien, c'est précisément la France officielle. C'est l'État français qui soutient à bout de bras un régime chancelant, un régime dont il faut rappeler que quasiment tous les barons du régime, dont tous les barons importants du régime, ont un pied-à-terre en France. Donc beaucoup blanchissent leur argent dans ce pays. Je mesure mes mots. Ouais. Blanchissent leur argent. C'est de l'argent volé aux Algériens qui blanchit ici, où on voit des gens super riches qui disposent de fortunes considérables, de pieds à terre absolument... Dans les plus beaux quartiers, dans les plus beaux quartiers de Paris et ailleurs. Et donc le Hirak sait que c'est la France qui soutient le régime. Et donc, quand un... Comment il s'appelle? Belhimer. Quand un Belhimer fait tout ce cirque, il croit tromper qui? Il y a un rapport entre les Algériens et les Français qui n'est pas le même. Le rapport à la langue, déjà, pour commencer. Quand un Français vous traite de menteur, il ne vous dira pas menteur, vous dites des contre-vérités. Ouais. C'est très diplomatique. Ouais, ça veut dire menteur, mais dans les faits, il ne le dit pas. Sûr, il ne vous insulte pas. Quand l'Algérien va répondre, il dit tu es un menteur. Ouais. Le rapport franco-algérien, c'est un rapport d'abord qui, tout à l'heure, on a plongé très rapidement dans l'histoire. 54, ils perdent l'Indochine, ils démarrent une autre guerre. Ensuite, 56, encore une guerre avec l'Égypte. Ensuite, à nouveau, ils perdent la guerre en 62. C'est-à-dire que la France, cette dernière grande défaite sur 200 ans de défaite continue, ils n'ont pas arrêté de perdre des guerres, les Français. Il faut jamais oublier que depuis Napoléon en 1806, ça ne s'est jamais arrêté. Donc 200 ans de défaite continue avec la perte d'un empire prestigieux pour eux. C'est quand même le plus grand empire quasiment au monde qui leur a autorisé à avoir un siège à l'ONU de membre permanent. Le membre permanent, ce n'est pas la bombe atomique, hein. C'est le nombre de personnes qui étaient contrôlées par un pays. L'Angleterre avait son empire, les Français leur empire, les Américains, les Russes. Et les Chinois, bien sûr. Ce ne serait pas plutôt les gens qui étaient
dans la guerre mondiale, les puissances qui ont Pas du gagné tout, la non. guerre. Non, pas du tout, parce que Et les où Chinois- la France a été introduite comme ça. Sauf Comme la Du tout, parce que les Chine Chinois ont arrivé perdu. Ils sont arrivés après. Les Chinois sont sont nombreux. arrivés après C'est par le la nombre qui Chinois est... sont arrivés après. Voilà. Oui. C'est surtout le nombre d'habitants. C'est la représentation Oui, en nombre d'habitants. parce C'est qu'il pour y a ça que la l'Inde. France et l'Angleterre bénéficient et que voilà, et l'Inde Il y a n'en un bénéficie qui n'est pas. encore, hein. Donc à ce moment-là, on a des pays qui ont une Je ne psychologie. suis pas inversée. d'accord, hein, mais comme ce n'est pas l'objet de Non, mais cette historiquement, émission, on va pas. très rapidement, historiquement, c'est D'accord. comme ça qu'ils ont réparti les cartes. D'accord. Après, il y a la bombe atomique qui arrive derrière, mais c'est vrai que l'un n'est pas D'accord. servi. Mais pour faire très rapidement, donc la psychologie des Français, c'est la psychologie de perdants qui ont un esprit revanchard qu'on voit aujourd'hui. Les Algériens, ça fait longtemps, je parle en Algérie, qu'ils ont perdu cet esprit-là puisqu'ils ont gagné la guerre et que pour eux, la France, c'est loin. C'est-à-dire que c'est beau, c'est un pays qui brille, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ne savent pas ce qui reste en France comme esprit revanchard. Et il faut jamais oublier, j'ai parlé tout à l'heure de barbarie coloniale, c'est que les Allemands ont pris modèle, les nazis, sur le français. Quand ils font le gouvernement général en Pologne, ils prennent le gouvernement général d'Alger. C'est ça le modèle nazi. Ils disent on colonise à l'Est, les Français ont fait l'Afrique et l'Asie. Donc ça, c'est une logique qui est particulière. Donc en termes de relation entre maître et esclave, colonisé et colon, il y a un rapport de défiance et de mépris. Alors ils sont polis, les Français, quand ils vont parler aux Algériens. Les Algériens sont réactifs, ils sont violents, et parfois ils utilisent des termes outranciers pour faire plaisir à la population. Parce que ce type-là, quand il dit ça, il leur rajoute des tartines. Mais en vérité, C'est du populisme. c'est du populisme. Et tout à l'heure, bon, Goebbels, c'est un terme qui est très fort, mais bon, parce que Goebbels avait plus de talent quand même par rapport à la propagande. Il avait lu Bernays quand même. Et comment C'est Goebbels Voilà. moins le talent. Voilà, c'est ça. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de talent et on n'est pas de bons négociateurs en économie. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment, aujourd'hui, je suis arrivé à un seuil où soit Macron fait le travail pour sortir de cette logique d'arnaque économique entre la France et l'Algérie, parce que ça fait trop longtemps qu'ils nous vendent de la ferraille, vous en avez parlé. Soit il fait ce travail-là, soit l'Algérie doit rompre les relations économiques avec la France et s'intéresser à l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, parce que c'est plus sain. Et évidemment, le rapport entre la France et l'Algérie est un rapport financier et uniquement financier. Il y a un passé qui ne passe Vous pas. pensez qu'il n'y ait pas de sécuritaire, du Bien géostratégique sûr, non, mais dedans ça fait partie du financier. C'est-à-dire quand la France demande à l'Algérie d'intervenir au Mali, c'est pour garantir qu'Areva ait toujours son alimentation en minerais. Donc c'est toujours le rapport au financier. In fine, quand on fait la guerre, c'est pour l'argent. Oui, pris comme ça, en effet. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ce rapport est malsain, parce que par exemple les Français, ils vont en Algérie, ils proposent quoi? De faire un co-développement, de développer l'industrie. Non, ça ne les intéresse pas aussi ce qu'ils proposent. De développer la relation sécuritaire. C'est sérieux ça? Ils ont besoin de nous pour ça? Moi, je mettrais quand même un bémol par rapport à ça, hein. Je vous écoute. Moi, personnellement, j'ai travaillé quand même avec de très grands groupes français, pratiquement une douzaine, une quinzaine de sociétés du CAC 40. Moi, j'écoute les grands patrons quand ils me parlent de l'Algérie et qui veulent investir en Algérie, mais qui ne peuvent pas le faire parce que le droit, il change pratiquement tous les 3-6 mois. Ils ne savent pas exactement quel est l'interlocuteur. Ils ont un interlocuteur, là, quand ils arrivent sur place. Le lendemain, c'est un autre. Une semaine après, ils reçoivent... Les lois changent tout le temps. Ils reçoivent un courrier, un mail d'un autre leur disant non, finalement, ce qu'on avait convenu, c'était pas comme ça. Et puis, c'était pas à lui de signer ou de vous promettre ceci et cela. Ils sont vraiment dans une situation impossible. Mais le climat des affaires, c'est le climat des affaires. Ils me disent clairement. C'est l'improvisation la plus totale, le oui, mais bricolage, c'est la ce qu'on appelle- compétence. Ils n'ont C'est connu, ça, hein. C'est aucune le climat des affaires. visibilité, On l'appelle- aucune visibilité, aucune prévisibilité possible. Le climat des affaires est vraiment bien sûr. impossible. D'accord. Mais il n'y a pas que les en Français Algérie. qui le pensent, hein. Oui, Tous les partenaires. hein. Oui, Après, bien évidemment. je veux Moi, contrebalancer ça. après. Juste un ou deux exemples concrets que moi j'ai vécu. Moi, je vais vous dire. Par exemple, quand le terminal gazier de Skikda a explosé, donc il fallait le refaire, ça coûtait une fortune absolument colossale. Je vais vous dire, moi j'ai travaillé avec Engie, j'ai travaillé avec Total, j'ai travaillé avec Vinci Entrepose, et ils travaillaient dans ce chantier-là. Vous savez qui avait le chantier? C'est la société, là, comment elle s'appelle, l'opérateur téléphonique égyptien. Là. Le Sawaris, oui, comment ça s'appelle? Jay-Z. Non, oui, ceux qui avaient... Orascom. C'était Orascom qui avait le chantier. Ils avaient, je me souviens très bien, ils avaient 2 ingénieurs sur place qui étaient tout le temps au téléphone à se promener à l'intérieur du chèque qui ne foutaient absolument rien. Et le travail était fait par les Américains et les Français. Il y a quand même un truc important là. Deuxième exemple, j'arrête là parce qu'il y en a tellement. Les chantiers de la RATP, ils appartiennent à la Turquie.
Ouais. Mais c'est les Français qui travaillent, c'est la RATP qui travaille pour les trams. Ouais. Pourquoi? Parce que les Turcs, ils acceptent effectivement de donner plus de bakchiche, etc., etc. Donc, moi, je vous dis très honnêtement, les grands groupes français, je ne parle pas des politiques français, je parle de ceux qui sont vraiment sur le terrain technique, au niveau investissement, au niveau technologie. Il suffit que les Algériens exigent un certain nombre de choses pour que ça soit possible. J'ai quand même de répondre à ça, c'est important. Possible. Là, vous avez évoqué quoi? Vous avez évoqué le secteur de l'énergie. C'est sûr que là, ils sont super bons. Non, pas uniquement. La RATP, c'est pas l'énergie. C'est je parle de donc ça marche. C'est pour répondre. Vous savez, la transformation. Juste cet exemple. La RATP ne rapporte pas. Très vite, Hassan, parce qu'on doit faire un c'est très rapide. Il faut que je réponde à ça, c'est important. L'école justement de la RATP. Ouais. Elle a été déménagée de Lyon au Caire, alors qu'ils m'ont dit directement qu'ils espéraient qu'ils allaient la déménager vers Alger. Oui, mais ça, c'est. Alors, nous allons essayer d'aller. C'est important que je réponde ça, juste 2 minutes. Oui, la création de richesse, c'est pas du service. La création de richesse, c'est l'industrie, d'abord pour commencer. Les Français, je suis économiste, je sais. Oui, mais je finis, c'est important. Les Français, quand ils installent Renault, ils signent. Non, mais il y en a pour une minute. Les Français installent Renault en Algérie. Il y a un accord qui est signé pour 40% de taux d'intégration sur 5 ans. Ils sont à 5%. Oui, mais ils se sont. Non, mais clairement, il y a les non, c'est pas les négociateurs. Les accords sont signés. Là, c'est au niveau des États. On n'est pas au niveau de Renault seulement. C'est quand même la France qui chapeaute. Ils ne respectent pas leurs accords. C'est pareil pour l'histoire de l'usine au montage des tramways. Alstom, ils se sont fichus de nous. Il faut être très honnête. Quand on veut développer un pays, ils l'ont fait en Asie, par exemple, avec Singapour. Ils l'ont fait avec la Corée du Sud. Ça s'est fait en 5 ans, 10 ans. En France, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas ce rapport de concurrence. Ils n'ont pas confiance. Et maintenant, c'est vrai que le climat des affaires est délétère. Mais sur un plan économique, la création de richesse, ce n'est pas RATP. C'est les grosses industries qui ont toute une myriade d'industries. Alors, et je me permets de vous interrompre parce que Aziz Mouatz, je me permets, pardon, Aziz Mouatz, moi j'ai une question pour vous, Aziz Mouatz, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, Aziz Mouatz, la France aurait dû être plutôt attentive à ce que dit le Hirak. Le Hirak des Algériens qui veulent changement, qui veulent un état de droit, et une France qui, même sans état d'âme, même si elle ne pouvait envisager que ses seuls intérêts, elle a intérêt à se gagner la sympathie du Hirak, la sympathie des Algériens qui vivent en France, et de craindre un éventuel tsunami migratoire, à Dieu ne plaise, si demain ça tournait mal. Pourquoi la France ne tient-elle pas compte de ces arguments plutôt que de continuer à soutenir un régime quasiment obsolète? Il y a un problème de réel politique que vous continuez à mépriser, si Jabeldin. La réelle politique veut que les États négocient avec les États. C'est une règle au niveau des relations internationales. La France n'est pas connue pour exporter sa révolution, ses droits de l'homme. La preuve, chaque fois qu'elle intervient, c'est justement pour détruire les droits de l'homme, que ce soit en Afrique ou même au Kosovo. Il faut arrêter avec cette France du 19e siècle de Rousseau et de Voltaire. Cette France est une France qui a besoin de l'Algérie, qui a besoin des richesses de l'Algérie, qui a besoin de la population algérienne, 5 ou 6 millions, qui vivent, qui travaillent et qui payent leurs impôts en France, et elle regarde d'abord et avant tout ses propres intérêts. 2 mots sur le représentant du Hirak que l'ambassadeur de France aurait souhaité rencontrer. Je précise que le Hirak n'a pas de représentant. Bien évidemment, et le régime algérien et le système français auraient bien aimé avoir des représentants. D'ailleurs, la France ne s'est pas privée pour essayer d'en cultiver quelques-uns dans des petites pépinières comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont invités régulièrement par les chaînes de télévision françaises, qu'on présente comme étant un peu les chefs de file. Le Hirak n'a pas de chef de file, il n'a pas de représentant, il n'a pas de héros. Il a des leaders qui sont à l'intérieur du Hirak, qui décident de ce qu'ils doivent faire et qui le font très bien. Ce n'est pas la répression ni les emprisonnements qui vont arrêter. C'est une histoire ancienne. Le Hirak est parti pour durer, il va durer très longtemps. Et il n'aura besoin ni de la France, ni de l'Égypte, ni d'Orascom, ni des États-Unis pour imposer
un système démocratique en Algérie. Il est évident qu'on va finir par s'entendre et par aller vers des élections à travers lesquelles les Algériens auront l'opportunité de désigner ceux en qui ils ont réellement confiance et auxquels ils peuvent mettre fin à leur mandat s'ils ne remplissent pas le contrat moral qu'ils auront signé avec le peuple algérien et avec leur... des élections autres que celles prévues par le régime, j'entends. Moi, je vous dis franchement, ça fait 3 ou 4 ans qu'on s'approche un peu de ce mouvement populaire. Ça fait depuis la fin du 4e mandat de Bouteflika qu'on est en train d'essayer d'organiser une véritable opposition. Il se trouve que cette opposition n'a pas répondu aux attentes de la population et elle n'est pas capable, d'abord elle n'a pas de crédibilité, et puis en plus elle n'est pas capable de mobiliser. Moi j'ai toujours milité pour qu'on aille vers de vraies élections et qu'on commence par le commencement, par faire rentrer des gens qui soient vraiment représentatifs. Et j'aurais aimé, je souhaite que le Hirak puisse s'exprimer à travers des candidatures de gens sérieux, jeunes, dynamiques, révolutionnaires et qui ont le sens de l'intérêt général et de l'intérêt public. Moi, à mon avis, c'était possible et c'est encore possible. On n'est pas au Soudan, je le dis à chaque fois. L'Algérie, c'est un système qui a ses racines dans la guerre de libération, qui a ses racines dans justement la répression du système colonial. On est organisé comme ça. Moi, quand j'entends les gens dire le système est faible, il est affaibli, il faut se rendre à l'évidence. L'État algérien est un État qui est puissant. Il est puissant, il est fort. Et il ne faut pas croire que d'un revers d'épouvantail, on va le faire changer. Ni la France, ni d'ailleurs aucune autre puissance ne pourra le faire changer parce qu'il y a un peuple qui est soudé autour justement de l'idée nationale. Alors, Aziz Mouatz, vous aviez évoqué tout à l'heure cette histoire de l'ouverture d'un bureau En Marche de Macron à Dakhla. Je vais vous lire la réponse qui a été faite par la porte-parole du Quai d'Orsay. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que personnellement, je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'elle voulait dire. Écoutez bien, je la cite, hein. La France soutient les efforts du secrétaire général des Nations Unies en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez compris quelque chose ? Moi, j'ai parfaitement compris. C'est d'ailleurs suite à un entretien avec son Excellence, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, que j'ai été éjecté du journal Al-Watan. Parce que j'ai réussi à faire passer des choses qu'il ne voulait pas faire passer. Pour moi, il est une évidence, et ça relève du néocolonialisme. La France a tous les intérêts pour que le Maghreb soit instable et pour que les relations entre l'Algérie et le Maroc soient instables et pour que la situation au Sahel continue à être instable. C'est une évidence parce que c'est dans ce terreau-là qu'elle peut se développer, qu'elle peut maintenir ses affaires et qu'elle peut surtout maintenir et assurer son approvisionnement. Mais justement, au sujet du Sahel, Aziz Mouatz, je vous repose la question parce que vous avez le moins parlé ici, il me semble du moins. Au sujet du Sahel, la rencontre des deux chefs d'état-major, le chef d'état-major des armées français et le chef d'état-major algérien, on les a vus signer des choses, se congratuler, déposer une gerbe, une couronne plutôt de fleurs, non, pas au cimetière. Ariad Feth. Au monument aux morts. Voilà, exactement, au mémorial. Et d'ailleurs, une couronne très originale, puisqu'elle comprend les deux drapeaux de deux pays, du bleu, du vert, du rouge et du blanc. Et on les a vus signer et tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'ils peuvent bien signer? Certains ont même pensé qu'ils pouvaient signer peut-être quelque chose qui ait rapport avec l'affaire du Sahel pour l'intervention de l'armée algérienne. Or, il semble, Aziz Mouatz, que ce qu'a signé monsieur le chef d'état-major des... Le Cointre, c'est le livre d'or de l'armée algérienne. C'est tout. C'est logique, c'est normal, non? C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Moi, je vais vous dire tout simplement. Vous savez bien le rapport que j'ai à la guerre d'Algérie et à la France coloniale. Donc, j'ai le droit de dire certaines choses.
Mais franchement, j'ai trouvé que, d'abord, Lecointre, pour moi, n'est pas inconnu, parce que Lecointre, ça rappelle un sinistre colonel Lecointre qui a massacré la population de Cherchell de sa région pendant la guerre d'Algérie. Comme je viens de finir un ouvrage, un essai sur justement cette résistance, c'est un nom qui ne m'est pas tout à fait inconnu. Ceci étant, lorsque je vois le chef d'état-major de l'armée française déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts de l'Algérie algérienne, eh ben moi je me dis, voilà, c'est enfin la première fois que l'armée française reconnaît complètement, totalement sa défaite, définitivement, en Algérie. Et ce geste, ou peut-être un geste qui va dans le bon sens, tout simplement, de peuples qui essaient de se retrouver après une si longue tragédie. C'est une façon de répondre, mais d'ailleurs c'est pour ça que cette visite-là a été très mal comprise par les uns et les autres. Il est évident que les accords internationaux, ce n'est pas les armées qui les signent, ce n'est pas un chef d'état-major. Le chef d'état-major ne signe rien du tout et aucun officier ne signe quoi que ce soit, sauf les armistices, parce que c'est les principaux concernés. Tous les autres accords internationaux sont signés et paraphés par les parlements des pays concernés. Donc il n'y a rien de secret dans ce qui a été signé. C'est un livre d'or, c'est la première fois aussi, depuis les temps immémoriaux, qu'un officier supérieur, c'est quand même le chef d'état-major de l'armée française, qui vient signer sur le livre d'or de l'AMP. Et restez avec nous, Aziz Mouatz. Alors, Hassan, cette histoire du Hirak, tout le monde se pose la question. Pourquoi la France soutient-elle ce régime? Pourquoi ça se voit, c'est comme un nez au milieu de la figure. Vous avez vu la sortie de M. Macron qui s'est fait en quelque sorte le porte-parole de Kamel Daoud, qui a repris ce que dit tout le temps Kamel Daoud, que le Hirak, c'est pas toute l'Algérie, que l'arrière-pays ne participe pas au Hirak, que c'est juste la Kabylie, les grandes villes. Alors que ça se voit que l'État français soutient ces généraux d'une façon qu'on devient quasiment impudique. Pourquoi la France n'essaye-t-elle pas de comprendre que l'avenir est celui des peuples, celui d'une réconciliation des peuples, celui d'intérêt bien compris des deux peuples, que la France-Algérie doit prendre fin, que ça ne peut pas continuer? Je pense qu'il y a une tradition dans les pays occidentaux, pas seulement la France, de soutenir les régimes. En dehors d'un certain nombre de régimes qui sont présentés comme étant, on va dire, leurs adversaires, pour ne pas dire leurs ennemis. C'est-à-dire en dehors de la Russie, l'Iran, voilà, quelques pays comme ça, la Chine, où effectivement ils soutiennent tout de suite la moindre manifestation, le moindre opposant, etc. Sinon, les régimes de dictature d'Afrique, d'Asie, etc., ils sont toujours soutenus par les pays occidentaux et ils attendent la dernière minute jusqu'à l'écroulement pour changer de veste. Absolument. On a vu le cas de la Tunisie. On a vu comment Michel Ali Omari a proposé d'envoyer des bombes lacrymogènes et autres. D'envoyer du matériel, des experts, etc. au président Ben Ali pour justement mater sa population jusqu'à la dernière minute. Et quand Ben Ali a été chassé, immédiatement un discours sur la révolution du jasmin. Et on lui a refusé même d'atterrir sur le sol français. Voilà, donc c'est pour vous dire, donc c'est pas particulier au rapport franco-algérien. L'Occident a toujours soutenu. Raison d'État? Seulement raison d'État? L'intérêt économique, stratégique, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois la raison d'État, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'ils ont cette préoccupation de ne pas avoir trop de chamboulements parce qu'ils n'ont pas de prévisibilité. Ils ne savent pas qui va venir à la place de ceux avec qui ils ont l'habitude. On a l'impression qu'ils ne font que dans le court terme. Ça veut dire qu'ils s'en fichent, lui, si son successeur va hériter d'une situation catastrophique. L'essentiel, c'est que lui, pendant son mandat, il a la tranquillité de ce côté-là. Oui, tout à fait, parce que, encore une fois,
pour eux, c'est ça la stabilité. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir un dictateur qui mate son peuple et avec qui ils peuvent négocier, ils peuvent commercer. Un proconsul, quoi. Oui, Pas oui, toujours. On oui. a vu avec la Syrie, les Français, c'est Même loin. la Syrie, Ils ont quand même alimenté la guerre. Oui, parce que mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est vrai que la Syrie, c'est France- un cas particulier, justement. C'est un peu comme l'Iran, c'est un peu comme... Non, la Syrie, il y a une Parce histoire. que Il y a une histoire. il y a- il y a La France voulait Israël. atomiser le pays il y a longtemps. Il y a Israël à côté qui souhaite justement son éclatement. Ça a été le même cas d'ailleurs en Irak, etc. On ne peut pas comparer les pays qui sont limitrophes Et justement, d'Israël. c'est pour ça que je voudrais bien que vous restiez en Algérie pour le moment. Ouais. Pardon? Qu'on reste en Algérie. Oui, Qu'on reste- non, mais c'est pour expliquer Oui, justement. oui, oui. Donc, des pays, les pays africains, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, etc., ils préfèrent soutenir les régimes en place parce que pour eux, c'est ça la stabilité. Or, bon, comme vous le dites si bien, parce qu'ils ne voient pas plus loin, parce qu'effectivement, ils ne voient pas les intérêts des peuples, mais les intérêts des régimes, ainsi de suite. On peut multiplier les cas. Voilà. Oui, oui, Maintenant, il y a quand même juste un point par rapport à ce que disait notre ami Aziz Mouat par rapport à l'opposition. Tu disais, il n'existe pas. Non. Je suis désolé, mais l'opposition algérienne est dans cet état-là parce qu'elle n'a pas le droit de se réunir, elle n'a pas le droit d'avoir des journaux, elle n'a pas le droit de passer dans les médias publics, elle n'a pas le droit à rien. On les empêche même de faire leur congrès, on les empêche même un conseil national. Le conseil national du RCD a été empêché. Alors, qu'on vient nous dire que l'opposition est faible, etc., qu'elle ne représente... Non, c'est autre... je veux dire, il ne faut pas renverser. C'est vrai, Hassan. Oui, mais il ne faut pas renverser. Même si elle a du mérite. Mais comment voulez-vous qu'on puisse... C'est une opposition qui ne peut pas rassembler grand monde. Mais à l'aune de quoi on peut mesurer cette opposition? Oui. Quand il y a eu la petite fenêtre de 89-91, on a vu comment quand même l'opposition existe. On a vu comment elle a mobilisé. Il faut quand même rappeler un truc important. Ou à l'époque, même dans les médias, d'État, il y avait des débats. Il y avait un débat à Bassi Madani, Saïd Sadi. Et aujourd'hui, les journalistes sont bâillonnés, les sites Internet sont interdits, les journaux sont interdits. Les gens sont mis en prison. Oui, Ce qui est dit est juste, mais il faut quand même... Non, je ne peux pas accepter ça. Non, mais ce que dit monsieur... Je suis d'aucun parti politique, j'entends bien, c'est pas le problème. mais franchement, non. Ce qui est dit est juste, en même temps, il a raison sur un point. C'est vrai que l'opposition est bâillonnée, ça, il n'y a pas à discuter, qu'ils ne peuvent pas s'organiser, qu'elle est atomisée. Après, le côté... donc elle ne peut pas exister. Oui, mais le côté, Ben le Hirak reproche à l'opposition d'avoir composé avec le régime, que ce soit le RCD, le FFS et tout. Même Louisa Hanoun, qui était quand même quelqu'un qu'on considérait comme étant hors système, elle a composé. Donc ça, le Hirak, j'en parle à des jeunes à chaque fois qu'on discute, c'est ça qui revient à l'esprit ici, c'est que ces gens-là sont avec eux. C'est-à-dire que même si l'opposition... Ils n'ont pas composé pendant la période du Hirak, je suis désolé. Oui, non, d'accord, mais ça c'est trop tard. Bon, le FFS a failli, Il a mais pas été le reçu par RCD. témoin, quand même. Voilà. Oui. Mais ce qui se passe, ce que je veux dire, c'est que la perception de la Mais population... le RCD, les partis du PAD... mais justement, la perception de la population, c'est ça, c'est l'idée de se dire, ces gens-là ne sont pas avec nous. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'organiser autour d'un parti. Après, il y a une autre chose. Ils sont tout le temps, tous les vendredis dans la rue. Non, Mohsin Belabbas est tout le temps dans Oui, mais ça ne change rien. Le PAD est tout le temps dans la Oui, rue. mais il n'y a pas de mouvement de fond, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas une structuration qui est évidente. Mais alors, la France, vous aviez un avis avis sur le Hirak. Pourquoi la France soutient-elle ce régime J'allais venir. contre le Hirak, Alors, il faut être très clair. La France, c'est l'État, ce n'est pas les peuples. L'Algérie, c'est l'État, ce n'est pas les peuples. Les peuples parlent, on ne les écoute pas. On a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Qui a écouté le peuple? Personne. Quand un État, et c'est une structure très lourde, l'État jacobin, parce que l'Algérie est un État jacobin comme la France. Quand un État avec une structure très lourde voit uniquement ses intérêts de profondeur politique, géopolitique, économique et de rayonnement à l'international, la francophonie, quand un État a besoin d'asseoir cette puissance-là, il se fiche complètement de l'intérêt des peuples. Bien sûr. Les peuples n'intéressent jamais les dirigeants. Parce que le dirigeant, s'il est honnête, en général, il ne dure pas longtemps. Et surtout, si ce dirigeant est honnête, il écoute le peuple. Depuis quand on a un dirigeant qui a écouté le peuple? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ça? Ça fait des décennies que ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a des États qui sont de grosses machines de guerre, qui n'ont que des intérêts bien compris et qui cherchent à défendre leurs intérêts. Ensuite, dans un monde ultra concurrentiel comme le nôtre, évidemment, l'Amérique veut mettre son pied en Algérie, les Chinois y sont aussi, les Allemands y sont aussi. Il y a une concurrence frénétique par rapport à ça. Et là où on peut donner un crédit à Macron, si on doit lui en donner un, c'est un homme qui calcule, c'est pas un imbécile Macron. Son obsession à Macron, c'est quoi? C'est se dire, je veux être le président de la paix avec l'Algérie. C'est ça qu'il veut.
C'est pour ça qu'il a multiplié l'histoire des crânes rendus. Il veut être le président de la paix en Algérie. Oui, il veut ça. De la pas le cas. réconciliation. Mais son problème, oui, de la Il est en réconciliation. train de soutenir des gens qui ne veulent ça, ni la paix ni la démocratie. Mais c'est ça qui est le problème Macron, c'est que quand Tebboune arrive au pouvoir, il ne va pas le féliciter au début, rappelez-vous. Ouais, il a du mal, il ne sait pas s'il doit y aller ou pas. Ensuite, bon, il a Tebboune, dit je prends note. Voilà, je prends note, ce qui est quand même pas une sympathique. En termes sur un plan diplomatique, on est d'accord. Ouais, absolument. Et après, quand Macron voit que Tebboune semble s'installer et être pérenne, à ce moment-là, effectivement, vous aviez raison, l'État parle avec l'État. L'État parle avec le fort, il ne va pas parler avec la démocratie. Et il parle avec l'homme qui pourra lui apporter son intérêt. Parce que l'intérêt de Macron, c'est quoi? Rappelez-vous, Hollande, il bascule, il gagne l'élection face à Sarkozy parce que Sarkozy tape sur les Maghrébins. Les musulmans, ce qu'on veut, d'accord. Donc les Algériens, c'est nous la majorité. Donc il y a un poids électoral, c'est 5 à 10% qui bascule. Macron le sait très bien, quand il fait sa campagne, mais combien il a de Maghrébins autour de lui, c'est hallucinant. Aujourd'hui, Macron a besoin de cette communauté algérienne qui est très puissante en termes électoraux. Elle n'est pas puissante sur un plan politique parce qu'on n'est pas unis, mais par contre, on fait pencher la balance. Et c'est la raison pour laquelle il veut être ce président de l'Algérie, enfin de la France et de l'Algérie, qui vont enfin se mettre d'accord, qui vont enfin reconnaître les crimes. Il a été loin quand même dans sa reconnaissance. J'ai dit une fois, il n'y a pas longtemps, à une télévision étrangère, j'ai dit que Macron est le président qui a fait plus en 4 ans qu'en 60 ans de présidence française depuis la fin de C'est clair, ça. Donc c'est énorme. Et c'est ça qui fait qu'il ne parle pas au peuple, Macron. Il parle à des gens qui peuvent lui répondre en termes d'État. C'est-à-dire qu'on voit bien que les peuples n'existent pas. J'entends bien qu'il ne va pas s'adresser au Hirak. Il parle à son homologue, même s'il a été désigné par des généraux, même s'il n'a pas été élu par le peuple algérien. J'entends bien. Mais qu'il le soutienne contre la volonté du peuple algérien, ce n'est pas normal. D'abord, il n'a pas été élu, il a été désigné par la junte, et ensuite, le peuple algérien est dans la rue pour dire non à ce régime. Et M. Macron qui arrive comme une fleur et qui vous dit non, c'est l'arrière-pays, n'est pas ça, et puis M. Tebboune, il est courageux, il entreprend. S'il écoute Daoud, c'est compliqué, mais je veux dire, le Maroc, c'est pas une démocratie. Mais ils ont soutenu tous les chefs d'État africains qui sont partis, qui sont désignés, élus avec tripatouillage des élections. Ben voilà. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est logique, ça. Alors, nous allons passer à un autre sujet. Je vais vous laisser la parole. Il se passe qu'en Algérie, la crise économique avait montré le bout de son nez depuis quelques mois déjà. Il y a de très larges catégories de la population qui sont en train de basculer dans la précarité. Et le Ramadan arrive, comme chaque année, la spéculation qui se met en place. Et donc, c'est l'horreur. Pour ce qui est des petits ménages, des ménages modestes, même le lait, il faut faire des chaînes de plusieurs heures dès le petit matin pour avoir un sachet de lait. L'huile, c'est la guerre. Pour avoir son bidon d'huile, il faut vraiment... D'ailleurs, nous allons voir quelques images avant que je vous demande de commenter. Ça se passe à TBC. Et des scènes comme ça sur les réseaux sociaux, c'est par centaines, pas par dizaines, par centaines, partout en Algérie. Des chaînes de ce genre pour le lait, pour l'huile, mais c'est atroce, hein, et dès le petit matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Il est clair que la crise politique produit la crise économique. Et elle produit toutes les crises. Culturelle, linguistique, agricole, industrielle, ainsi de suite. Dès lors que le problème politique n'est pas résolu, eh ben on aboutit effectivement à ce genre de chaos. Ça me rappelle l'époque du Khefillah.
Oui, tout à fait. Quand oui, on faisait la queue pour avoir, je sais pas, du riz, il y avait 10 km de riz, mais il n'y avait rien d'autre. Oui, il fallait connaître un lieutenant pour Voilà, avoir un sac de semoule. Ouais, Oui. c'était l'horreur. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le pouvoir algérien ne prévoit rien. Il n'a aucun, comment dire, il gère au jour le jour. Il n'y a aucune prévisibilité, il n'y a aucun regard à moyen et long terme. Et donc on gère à la petite semaine, on aboutit à ce genre de problème. Vous savez, les produits fondamentaux, la semoule, il faut importer du blé. Ouais. L'huile, il faut importer des Soja et des graines. oléagineux. Voilà. Et quoi d'autre? Ça veut dire qu'on importe tout, en fait. Oui, on importe quasiment le lait, il faut importer de la poudre de lait pour fabriquer sur place. Donc on importe tout. Donc il suffit qu'il y ait une petite rupture ou qu'on dise bon, il n'y a pas suffisamment d'argent ou que la bureaucratie fait qu'on n'a pas planifié suffisamment ou tout simplement qu'on fait peur pour que les Algériens ne s'occupent pas de politique, mais s'occupent uniquement, vous savez, à chaque fois, d'ailleurs, ils ont essayé de dire, oui, c'est un problème social, c'est un problème de pénurie, c'est un problème... Les spéculateurs... Voilà. Mais on va résoudre ça, vous savez... Par le contrôle, Voilà, on a pris toutes les mesures nécessaires pour régler ce problème, etc. Donc, on essaye de tourner aussi l'attention des Algériens par rapport à la crise politique, par rapport aux revendications politiques C'est vrai que ça occupe la rue, hein, ça. Mais bien évidemment, c'est une tentative de détournement, comme dirait Rachid Mimouni, le fleuve détourné. Le fleuve détourné. Ouais. Gamel Abina. La vraie problématique en Algérie, c'est que c'est un pays qui a trop longtemps fait des graves erreurs, fautes économiques, comme l'histoire des réformes agraires des années 70. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation effectivement d'impasse où le pays importe pour 41, 42 millions d'habitants, il y a 1 million d'habitants en plus par an. C'est un pays qui a une natalité explosive, ce qui est incroyable parce qu'ils ont fait le contraire de tous les autres pays. On est passé à un seuil où, logiquement, on devrait avoir une baisse de natalité. Donc, il y a 1 million d'habitants par an en plus à nourrir. 1 million d'habitants, c'est-à-dire que la poudre de lait, c'est l'explosion. On ne produit pas, on n'apporte pas de vaches laitières. La structuration économique, je parle en termes de production agricole, par exemple. Il y a une surproduction agricole dans certains produits, mais c'est perdu. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. On parlait tout à l'heure justement de le froid, notamment. Sur l'histoire de la chaîne du froid, sur la chaîne de la structuration des champs. Là, je suis d'accord là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème, c'est que l'Algérie ne fait pas. Pourquoi? Parce que, et c'est là où il y a un problème, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'incompétence dans l'administration. Et surtout, et c'est pire que tout, en dehors des incompétents, des gens qui sont placés, des pistonnés, il n'y a pas de vision à long terme. Le problème, et ça, c'est pas un mal algérien, c'est un mal en général maghrébin. Mais il y a un problème... On ne se planifie pas. Voilà. Gamel Abina, il y a un problème spécifique à l'Algérie et dont personne ne comprend pourquoi il n'est pas réglé simplement, parce qu'il est simple en soi. Les produits dits de première nécessité qui sont soutenus par l'État, qui sont subventionnés. Et ça, c'est étonnant parce que j'arrive. C'est incroyable cette histoire. Qui sont subventionnés par l'État. Par exemple, le lait, la semoule, le pain, l'huile, le sucre. Donc, on a découvert que ces produits ne vont pas aux plus nécessiteux. Ils vont généralement aux industriels. Par exemple, celui qui a une usine de chocolat, il profite sur la subvention sur le sucre. Celui qui fait du fromage, il a subvention sur le lait. Parce qu'ils achètent au même prix. Au même prix. Ils achètent au même prix. Alors, tout le monde se demande pourquoi ne pas avoir ciblé les populations nécessiteuses et leur verser directement de l'argent dans leur budget. Je vais vous faire un exemple très concret. Laisser les prix libres. Vous avez halluciné. J'ai un exemple très concret qui va vous parler, qui n'est pas l'Algérie, qui est la France, parce qu'on connaît le pays. Il y a eu un débat, c'est un débat inique, où on se demandait s'il fallait faire un RSA jeune pour les étudiants. On ne parle pas des glandeurs, on parle des gens qui bossent mais qui sont en situation de précarité extrême. S'il fallait faire ce RSA jeune provisoirement pendant le Covid. Ça n'a pas été évoqué, on n'en veut pas. En Algérie, le problématique, c'est ça qui était. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que les dirigeants devraient dire bon, au moins, je veux la paix sociale, j'assure au moins sur les besoins primaires. On parlait de la fameuse pyramide Maslow. Les besoins primaires, c'est le minimum syndical. Le toit, la nourriture, enfin, s'habiller. Et là, ce qui est étonnant, et je pense qu'il n'y a même pas de planification, je pense que les dirigeants, certains dirigeants, parce que tous ne sont pas au même niveau de réflexion, se posent même pas la question de savoir s'il y a un risque là-dessus. Ils sont tellement incompétents qu'ils ne disent pas on va assurer ça, on achète la population. Ils ne savent pas faire ça. Et évidemment, ils prêtent
toujours leurs copains. Il y a toujours cette espèce des subventions qui sont données aux riches. Il y a un problème là-dessus, on est d'accord. Et c'est cette problématique qui se pose aujourd'hui. Il n'y a pas de vision à long terme. Ce qui pose problème, et ça, c'est une mentalité qui, malheureusement, je dis maghrébine parce que c'est vrai qu'on a un problème de perspective. On ne se dit pas, je vais me projeter sur 5 ans. Prenez un Français, par exemple, quand il fait un plan, vous avez travaillé l'économie, d'accord. Ils font des plans sur 5 ans ou sur 10 ans. Ils savent se projeter sur le long terme. Nous, on fonctionne, effectivement, la petite semelle. Du jour au lendemain, on essaie de voir si ça marche demain. Ça va demain, ça va. Si ça va après-demain, ça va. Ça passe, ça passe, ça passe. Et après, ça passe plus. Donc aujourd'hui, en Algérie, le vrai problème, c'est les perspectives et des projections en termes économiques. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça fait 20 ans qu'ils nous parlent de diversification économique. D'accord ? 20 ans. Au minimum, faites le minimum, c'est la production agricole. C'est facile à faire. Eh bien, ce n'est pas encore fait. Ça prend du temps, mais il y a des réformes à faire qui sont l'administration qui ne sont pas faites. Alors, Aziz, oui. Peut-être un mot là-dessus. Oui. Il y a un problème aussi en Algérie qui est peut-être spécifique à l'Algérie et qui était un problème aussi des pays de l'Est à l'époque. C'est le pouvoir de décision. La planification. Tout est tellement centralisé qu'aujourd'hui, ceux qui vont s'occuper de l'huile, de la semoule, etc., ils ne savent pas s'il faut signer le contrat, s'il ne faut pas le signer. Il faut attendre que le chef dise oui et puis bon, le chef, il est occupé à autre chose, etc. Donc, il y a ce problème. C'est-à-dire il n'y a pas une décentralisation de la décision, tout simplement. Ça, c'est extrêmement important et ça gêne le développement. Aziz Mouatz, j'aimerais que vous puissiez répondre à ça pour que puisse faire un tour de micro sur le Hirak d'aujourd'hui, le Hirak étudiantin. Aziz Mouatz, sur cette flambée des prix, sur cette crise économique qui déboule. Aziz Mouatz. Aziz Mouatz, est-ce que vous êtes avec nous? Nous avons un problème. Il semble que nous l'ayons perdu. Alors, Hassan Hirsch, le Hirak, aujourd'hui, mardi, étudiantin, ça a marché, mais il y a eu un peu de répression, du moins certaines rudesses de la part des forces de l'ordre ou dites de l'ordre. Oui, de toute façon, il ne peut pas dissuader le peuple algérien avec la répression. Plus il y a de la répression, plus il y a la mobilisation. Le peuple algérien est déterminé à recouvrer sa souveraineté. On l'a vu maintenant, ça, après la suspension voulue par le Hirak lui-même, après la suspension due à la pandémie. Quelle maturité d'ailleurs. Oui, absolument. Ouais. Donc ils ont décidé de reprendre les manifestations et ils les ont reprises. Ce n'est pas pour s'arrêter demain, s'ils les ont reprises, c'est justement pour aller jusqu'au bout. Ouais. Et donc ils ne peuvent pas dissuader la population algérienne parce qu'ils auront reçu des coups de matraque. Non, le peuple algérien a cette habitude-là. Ils ont connu plusieurs colonisations, ils ont connu beaucoup de répression, ils ont connu énormément de marginalisation, de vexation, etc. Et ils n'ont jamais reculé quand il y a une décision collective comme ça. Il y a une espèce d'inconscient collectif qui fait qu'il y a de la résilience. Il y a de la résilience, c'est-à-dire qu'on peut être complètement au plus bas niveau, et il y a des ressorts culturels, des ressorts historiques qui font que les Algériens continuent de se battre. Donc moi je pense, et je ne suis pas le seul heureusement, je pense qu'il faut faire confiance aux Algériens et on le voit tous les vendredis, tous les mardis, il y a cette persévérance-là. Il y a des mots d'ordre qui passent, qui évoluent et qui, justement, en fonction des nécessités du moment, changent. On l'a vu par rapport à cette répression, par rapport au service secret algérien, etc. On en a parlé un petit peu, mais je vois que vous voulez donner la parole à quelqu'un. Oui, parce que nous arrivons à la fin. Alors, nous allons écouter juste une petite vidéo, puis je donnerai le mot de la fin à Gamal Abina. Aziz Mouatz, nous l'avons malheureusement perdu. Nous allons écouter.
Gamal Abina, le mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ben moi, j'ai fait une petite blagounette, là, une petite plaisanterie. Eh ben, ce serait très bien avec Ramadan. Absolument, j'ai un peu mal à la tête depuis tout à l'heure, je ne vous cache pas. J'ai envie de dire que si M. Macron veut un conseil de la part d'Algériens éclairés, il ne faut pas qu'il aille puiser ses sources chez Kamel Daoud. Je rappelle tout de même que ce fameux Kamel Daoud, qui se prend pour une merveille, pour lequel j'ai un mépris absolu, s'est autorisé à dire qu'en Allemagne, il y a eu des problèmes. Les Algériens avaient une tradition de violeurs quasiment, qui c'était des frustrés. Voilà ce qui nous a sorti. Alors que quand on voit le Hirak, on voit des gens extrêmement disciplinés, extrêmement civilisés, la plus belle révolution au monde qu'on ait jamais vue, qui a une durée extraordinaire. On ne peut pas dire cela, et moi je dirais à M. Macron, évitez Kamel Daoud parce qu'il a un problème avec sa propre origine. On se débarrasse des incapables. Merci Gamal Abina, merci Hassan Hirsch, merci Aziz Mouatz, que nous n'avons pas pu joindre de nouveau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, gardons le calme, essayons de nous passer de tabac, de trop de café, de rester gentils dans la rue, aimables. Soyons tolérants avec ceux qui ne font pas le ramadan. Et soyons tolérants avec ceux qui ne font pas le ramadan, à condition qu'ils ne viennent pas nous enquiquiner. Ils mangent tranquille. Voilà, ils mangent tranquille, ils sont libres, ils ont le droit, voilà, c'est leur liberté de penser, c'est leur liberté de croire ou de ne pas croire. C'est comme ça الدنيا. حاجة واحدة comme d'habitude سلمية خاوة حتى نجي الحرية. قال خير.